Quelques mots avant d'aborder la discussion de l'article 4 qui porte sur la permanence des soins en établissement de santé. Cet article, donc, et de quoi parle-t-on? La permanence des soins en établissement de santé concerne donc la prise en charge des patients à la sortie des urgences durant la nuit, le week-end et les jours fériés. Il s'agit concrètement de l'organisation de lignes de garde et astreintes assurées par les praticiens qui couvrent près d'une trentaine de spécialités. Quel est le problème que cet article entend résoudre? Il apparaît, comme le souligne de récents rapports de l'IGAS, que le partage de la charge de cette permanence des soins en établissement de santé n'est pas équilibré. Surtout, si le système fonctionne sans lacune majeure, l'organisation actuelle tend à décourager les praticiens de l'hôpital public qui partent parfois exercer dans le privé pour échapper justement aux contraintes de garde et astreintes. L'IGAS a appelé à un rééquilibrage, la Cour des comptes également, et la Commission soutient également cette démarche, nous l'avons dit, sur la participation des établissements privés à la permanence des soins en établissement de santé. La rédaction de cet amendement, et c'est pour ça que je prends la parole à ce moment-là, a demandé quelques ajustements avec Monsieur le ministre. Nous y sommes arrivés, je pense, ce qui expliquera la présentation d'un sous-amendement du ministre sur la rédaction de la commission. Et je pense que, si je peux me permettre, nous allons atterrir correctement pour qu'à la fois... Parce que les établissements privés, ils sont prêts et entendent cette attente de leur participation à la permanence des soins. Donc, comme je l'ai présenté en commission, le texte de la commission a mis en place une gradation qui inscrit la responsabilité collective des établissements, de l'ensemble des établissements dans l'organisation de la permanence des soins, puis qui embarque les professionnels de santé à participer à cette permanence des soins, et puis le rôle du directeur général de l'agence pour éviter à la fois des doublons et puis s'assurer que cette permanence des soins est bien effective. Voilà un petit peu l'explication de texte que je souhaitais vous donner avant la discussion de cet article. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la rapporteure. Je voudrais, en complément de ce que vient d'indiquer le rapporteur, parce que indiquer que effectivement la semaine dernière, parallèlement aux travaux de votre commission, nous travaillons et au fond nous avons cheminé parallèlement sur cette question qui est centrale de la permanence des soins en établissement de santé, qui est une question, vous l'avez dit, qui a été beaucoup documentée par l'IGAS, puisque la charge de cette permanence des soins, elle est inégalement répartie entre les établissements publics et les établissements privés, avec la particularité que les établissements privés, c'est à la fois un objet juridique, l'établissement, et puis ce sont des professionnels de santé qui sont eux-mêmes libéraux au sein de l'établissement privé de santé. Et donc, je voulais indiquer que le gouvernement, effectivement, a déposé un amendement à toute fin de la semaine dernière et saluer le travail que nous avons conduit avec la rapporteure, parce qu'au fond, nous étions sur la même ligne et notamment sur cette idée très importante, me semble-t-il, de gradation, c'est-à-dire un principe qui est posé, et puis ensuite un appel aux différents, à la fois aux établissements et aux professionnels à participer à la PDSES, un moment dans lequel, y compris, on réunit tout ce petit monde si jamais on n'arrive pas à assurer la permanence des soins, et à l'issue, de façon subsidiaire, une possibilité pour le directeur général de l'ARS d'appeler les établissements ou les professionnels de santé à assurer leur part dans la permanence des soins en établissement de santé. Je pense que c'est un des éléments très importants de ce texte. Et je voulais redire que ça a été un peu acrobatique, d'où le terme d'atterrissage retenu par la rapporteure, et que ça fait partie des éléments sur lesquels je conçois, vous l'avez chacun dit en ouverture des débats hier, que le calendrier aurait pu être plus favorable à des échanges en amont et plus serein. Et donc je remercie la rapporteure d'avoir bien voulu s'engager dans ce travail collectif. Merci, Monsieur le Ministre. Sur cet article 4, je suis saisi de deux amendements en prise. Vous voulez prendre la parole sur l'article, Madame Pomerol? Ok, très bien. Vous avez la parole, chers collègues. Vous venez de le dire, l'atterrissage est difficile, mais je ne peux que m'insurger contre cette méthode, et ce n'est pas la première fois
que nous nous retrouvons dans cette situation où, en séance, on nous présente un amendement du gouvernement qui a été discuté, certes, avec la rapporteure de la commission, mais dont la commission n'a pas connaissance. Nous n'avons pas pu l'étudier, nous n'avons pas pu le regarder, et on va nous demander, dans 2-3 minutes, de voter sur un texte qui a été un arrangement, si je peux employer le terme ainsi, entre la présidente de la commission et le ministre de la Santé. Et je trouve qu'au point de vue méthode, ça n'est pas acceptable, parce que ça nie encore une fois le rôle des parlementaires et de la commission. Et je trouve vraiment qu'on ne peut pas accepter ce genre de choses. La parole est à Madame Brulin sur l'article 4. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je rejoins les propos qui viennent d'être tenus. Et puisqu'on est face à un exercice très compliqué d'examiner un amendement avec des conséquences, parce que notre collègue Poumirol a exposé des raisons pour lesquelles c'était compliqué pour nous de nous faire un avis comme ça à brûle-pourpoint, mais ça l'est davantage encore pour nos concitoyens. Or là, ce qu'on est en train de travailler, c'est pas juste des amendements pour le travail d'un texte. Ça veut dire, est-ce que la réponse qui est proposée là va permettre que la situation que nous connaissons aujourd'hui, où des services sont obligés de fermer, des services d'urgence, ou bien on a des problèmes de lit d'aval. Et donc moi, Monsieur le Ministre, puisque vous semblez avoir trouvé un terrain d'entente avec la majorité sénatoriale, je voudrais que vous nous expliquiez clairement et concrètement, est-ce qu'il y a dans les propositions que vous faites des moyens pour contraindre le privé, d'assurer la permanence des soins en établissement de santé, parce que nous ne pouvons pas rester dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il m'avait semblé que c'était la volonté initiale de ce texte. Nous avons auditionné des acteurs du monde hospitalier qui ont fait de cette question une priorité, et on peut le comprendre compte tenu de la situation que vivent les uns et les autres et des drames que ça peut provoquer et de la situation d'épuisement que vivent les personnels soignants. Donc, Monsieur le Ministre, pouvez-vous prendre quelques instants pour nous éclairer et nous préciser avec un peu de détails sur comment tout ce processus pourra être mis en œuvre? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Président de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots pour répondre à nos deux collègues concernant la méthode. Et je peux que la partager. Puisque c'est vrai que si nous avions eu le temps à la fois de l'analyse, de pouvoir regarder les différentes possibilités, de pouvoir échanger, on n'aurait pas cette situation où on a examiné finalement un amendement quelques minutes avant. D'ailleurs, nous étions même en commission des affaires sociales ce matin, on aurait pu avoir le temps de le regarder. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, je ferme la parenthèse, mais je ne peux qu'approuver. Et je pense que pour la suite des événements, nous aurons des méthodes, en tous les cas, qui seront différentes. Plutôt, nous serons preneurs. Ensuite, sur le fond du sujet, je crois que l'enjeu a été largement débattu lors de la présentation du rapport de notre rapporteur, justement, lorsqu'on a évoqué ce point essentiel de ce texte, c'était la permanence de soins. Donc aujourd'hui, vous allez voir que vous allez découvrir malheureusement qu'il y a une proposition qui est faite, qui globalement garde l'esprit de ce qui a été voté à travers le rapport présenté par Corinne Imbert et qui vient quelque part clarifier un certain nombre de situations entre les établissements et les professionnels. Mais en même temps, je suis preneur de la réponse, Monsieur le Ministre, que vous pourriez apporter à notre collègue Cécile Boulard. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous en venons à l'amendement numéro 52. Madame Poumirol, pour le présenter, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre. Cet amendement vise à rendre obligatoire la permanence des soins au sein des établissements de santé privés, puisque dans le fond du texte que nous avions jusqu'à présent, il était possible de. Possible, ce n'est pas une obligation. Aujourd'hui, on sait bien, les cliniques privées, ne nous disons pas qu'elles sont complètement absentes de la permanence des soins. Elles supportent à peu près 13% de l'effort, sachant qu'en général, les cliniques privées assurent les urgences, j'allais dire, les plus simples, les patients les plus lourds et les plus compliqués étant adressés à l'hôpital. Et nous avons des témoignages, certains, de responsables des urgences des grands CHU qui nous l'ont confirmé. Les 87% sont donc
supportés par l'hôpital public. Et quand nous avons fait les auditions, les directeurs d'hôpitaux, les présidents de CME nous ont dit qu'il fallait absolument renouer un dialogue entre les acteurs privés et publics sur chaque territoire pour qu'on arrive à avoir un partage, un équilibre. Et vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, le rapport de la Cour des comptes ou celui du LIGAS note ce déséquilibre important qui n'est pas de bonne qualité pour la réponse que l'on doit apporter sur le plan de la santé à nos concitoyens. Donc, je crois qu'il est important pour nous que ce soit l'ARS qui puisse obliger à une répartition équilibrée, absolument partagée, et que cette permanence soit effectivement assurée et pas simplement volontaire ou facultative, mais qu'elle soit effectivement assurée par tous les établissements de santé du territoire. Et c'est vraiment, je crois, là, le rôle du directeur de l'ARS pour faire cela. Alors, on a entendu effectivement dans les auditions des médecins et des syndicats médicaux dire qu'il était hors de question, bien sûr, que les professionnels de santé qui assurent la permanence des soins, par exemple, sur une clinique privée, on ne va pas demander à un chirurgien vasculaire ou un orthopédiste de se rendre à l'hôpital pour aller soigner, pour aller faire une garde à l'hôpital. Ça n'aurait pas de sens. Il ne connaît ni l'équipe ni le matériel. Ça n'aurait aucun sens. C'est évident. Mais en tout cas, l'obligation de la permanence de soins doit être notée dans cet amendement. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission, Madame le rapporteur ? Merci, Monsieur le Président. C'est un avis défavorable de la commission. Cet amendement propose effectivement un principe fort d'obligation, se gardant cependant de définir une quelconque modalité opérationnelle à celle-ci et laissant ainsi un renvoi très large au pouvoir réglementaire. Donc cela ne me semble pas être une démarche souhaitable et cette logique va à l'encontre de l'approche graduée retenue par la commission. D'abord, une responsabilité collective, je rappelle, des établissements de santé. Ensuite, un appel aux professionnels de santé. Et en plus, le rôle du DG de l'ARS qui sera renforcé, vous le verrez, et qui est important pour arriver justement à ce rééquilibrage que nous souhaitons tous, je pense, sur la permanence des soins, en tout cas sur un partage plus équitable de la permanence des soins d'établissements de santé. En outre, l'amendement, me semble-t-il, rétablit la mission donnée au GHT en matière d'organisation de la permanence des soins, point que la commission avait préféré disjoindre la semaine passée. Donc, c'est un avis défavorable. Alors, nous étions en discussion commune. La parole est à Madame Brulin, pardon, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, merci. Chers collègues, depuis 2002, l'obligation de garde des médecins a disparu. Aujourd'hui, le volontariat des médecins ne permet pas d'assurer de manière effective la mission de service public de permanence des soins au regard de la diminution continue du nombre des médecins volontaires. Si bien que les malades, le soir ou le week-end, n'ont d'autre choix que d'appeler le 15 pour se rendre aux urgences elles-mêmes débordées. En cas de symptômes jugés insuffisants pour être pris en charge aux urgences, les malades se retrouvent sans aucune réponse médicale, si ce n'est l'automédication. Cette situation, de notre point de vue, est inacceptable dans notre pays qui, souvenez-vous, il y a encore 20 ans, était reconnu comme ayant le meilleur système sanitaire du monde. Ça, c'était avant. Nous proposons donc, autre forme de graduation, que les négociations avec les organisations de médecins prévoient une revalorisation des tarifs sans reste à charge supplémentaire pour les patients et des contreparties en matière d'obligation de permanence des soins. Donc, il s'agit bien de négociations et pas de coercition. Je fais référence au débat particulièrement nourri que nous avons eu hier soir. Une négociation, revalorisation des tarifs et contrepartie. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Pour la commission, sur l'amendement 135, Madame le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement vise à écraser l'article 4 relatif à la permanence des soins en établissement de santé pour prévoir que tous les médecins
doivent assurer la permanence des soins et que les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmiers doivent concourir à la permanence des soins. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même sujet. Les dispositions relatives à la permanence des soins ont été modifiées il y a quelques mois par la PPL RIST 2, qui étend aux sages-femmes et infirmiers la participation à la permanence des soins et consacre un principe de responsabilité collective. Je reviendrai sur ce sujet lors de la discussion de l'article 4 bis qui concerne la permanence des soins ambulatoires. Donc je regrette que cet amendement arrive sur cet article-là. Voilà, donc c'est un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements 52 et 135, Monsieur le Ministre? Oui, de la même manière que la rapporteure, sans doute, c'est la discussion que nous aurons dans un instant éclairera l'avis défavorable sur ces deux amendements et j'aurai l'occasion de répondre, j'espère, le plus précisément possible à ce qui m'a été dit tout à l'heure. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Je mets aux voix l'amendement 52 avec avis défavorable de la Commission, avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 135 avec double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je suis saisi de 6 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier amendement que vous avez dans votre liasse a été retiré par le Gouvernement avant la séance. Il s'agit du 206. Et j'en viens à l'amendement 222. Avec 3 propositions de sous-amendements, mais pour l'amendement 222, Madame Imbert, rapporteure de la Commission des Affaires sociales, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La rédaction de l'article 4, concernant donc le rééquilibrage de la permanence des soins en établissement de santé telle que transmise par l'Assemblée nationale, avait soulevé quelques préoccupations que la Commission avait entendu prendre en compte. Au-delà des modifications apportées en commission la semaine passée, le présent amendement vise à préserver le schéma gradué que la Commission avait souhaité formuler en insistant sur la responsabilité première des établissements, assurer un fonctionnement opérationnel cohérent du présent dispositif et permettre une participation active des professionnels libéraux sans contrainte excessive d'exercice hors de leur établissement, préciser la mission du directeur général de l'Agence régionale de santé et enfin simplifier la rédaction en prévoyant, plutôt qu'une répétition systématique, un alinéa prévoyant l'application à l'ensemble des structures bénéficiant d'une autorisation d'activité de soins ou d'installation d'équipements de matériel lourd. C'est donc bien un rééquilibrage de la permanence des soins en établissement de santé que cet amendement soutient. Quelques ajustements vont être présentés par le ministre, d'où les sous-amendements dont nous allons parler. Merci, Madame le rapporteur. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous présenter vos sous-amendements 236 et 235, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. D'abord, l'amendement 236 visait à compléter la rédaction de la commission en rajoutant les professionnels de santé en plus des établissements. C'était un amendement qui posait un principe implicite mais nécessaire, mais dans les discussions, et je pense que la clarification qui va venir ensuite me conduit à retirer ce premier sous-amendement. Par contre, le deuxième sous-amendement est indéniablement le plus structurant et ça me permet de répondre à la fois, non pas peut-être un peu sur la méthode quand même, et aussi sur le fond. Sur la méthode, je me permets de le dire, pardon, parce que j'ai présenté très sincèrement hier mes excuses à la Haute Assemblée sur le calendrier, mais je voudrais vous dire, par exemple, que ce sujet est aujourd'hui un des sujets de crispation les plus puissants dans la négociation, dans la reprise des négociations conventionnelles avec les médecins. Reprise des négociations conventionnelles avec les médecins qui, pour moi, au-delà de toutes les questions, c'est la question de l'attractivité du métier de médecin et de pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. Et c'est pourquoi, et j'ai bien mesuré ce que ça pose, j'ai souhaité qu'on mette sur la table ces deux sujets sans décalage de calendrier, parce que, croyez-moi, les syndicats de médecins se demandaient en permanence si
le présent texte dont nous discutons n'allait pas ensuite venir faire sauter les équilibres trouvés dans une négociation conventionnelle. D'où ma volonté effectivement de mener de front ces deux discussions qui posent un problème de méthode et redoublé aujourd'hui, et j'en donne acte évidemment à Madame Poumirol. Et elle n'est pas la seule à l'avoir évoqué. D'abord, un principe. Le principe, il est posé très clairement, c'est que c'est bien le directeur général de l'Agence régionale de santé qui est le responsable de l'organisation de la permanence des soins. Et cette permanence des soins, les établissements et les professionnels du public comme du privé sont contraints d'y participer. Après, c'est là que les choses, la gradation joue, c'est que dans la discussion, mais vous l'avez eu en commission avec les professionnels, ils vous disent, avec, j'imagine, la plus grande sincérité, qu'il faut les laisser s'organiser et que c'est toujours mieux de le faire volontairement plutôt qu'il y ait une contrainte qui soit posée par l'administration. Certains ici pourraient vous dire que l'ARS, en Occitanie par exemple, entre Mende et Montpellier, puisque son siège est à Montpellier, c'est très loin et qu'il vaut mieux les laisser faire. Donc le principe que l'on pose, c'est qu'on leur laisse d'abord le soin de s'organiser. Et si le directeur général de l'ARS constate qu'ils n'ont pas organisé cette permanence des soins en établissement de santé, alors il les fait venir, parce que je pense que c'est important aussi qu'à un moment, quand on réclame la responsabilité, eh bien on vous met face à vos responsabilités. Et si, à l'issue de ce moment où il y a les établissements et les professionnels, on n'a toujours pas de permanence des soins, c'est bien le directeur général de l'Agence régionale de santé qui arrête ce principe et ce schéma de permanence des soins, donc avec une portée contraignante sur les professionnels et les établissements. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'il y a bien une portée contraignante sur les professionnels et les établissements, et c'est un des éléments essentiels de l'apport de ce texte. J'ai cependant un point sur lequel on aurait pu, qui est séduisant, mais sur lequel, y compris mon expérience de directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pendant le Covid, je suis par contre convaincu, mais il y a été fait écho, qu'un professionnel de santé spécialiste ne va pas aller intervenir ailleurs que dans son établissement parce qu'il connaît le matériel, parce qu'il connaît le personnel, et que ça serait un peu se faire plaisir, pardonnez-moi d'être quelque peu trivial, que d'écrire qu'on va le conduire à. Donc non, il n'interviendra que dans l'établissement, et s'il veut intervenir hors de son établissement, il peut le faire avec les conditions de sécurité et d'assurance qui sont nécessaires. Mais voilà le schéma global. Mais j'insiste sur cette, y compris sur la gradation. Pourquoi ? Y compris, j'allais le dire, par rapport à l'expérience. J'ai vécu la crise sanitaire en tant que directeur général de l'ARS Île-de-France. Il y a des territoires sur lesquels est-ce que les établissements privés déprogramment bien pour pouvoir ouvrir des lits de réanimation ? Il y a des territoires entiers où je n'ai jamais eu à intervenir. Parce que le sens des responsabilités, il dépasse très largement les seuls professionnels de l'hôpital public. Et il y a eu des territoires où, en passant par les directeurs d'établissement, en passant par les présidents de fédérations, ou en passant par des moyens plus rustiques à ma main, j'ai dû les contraindre. C'est un peu cela que nous décalquons dans ce cheminement. Et c'est pourquoi aussi ces travaux ont été menés aussi parallèlement et en transparence avec les organisations syndicales de professionnels de santé qui, dans ce schéma-là, acceptent le fait de dire on prend d'abord nos responsabilités, puis si à la fin on n'arrive pas à les exercer, il y a bien une autorité administrative qui a la responsabilité de mettre en œuvre. Voilà, si j'espère avoir répondu à vos contraintes et un peu éclairé aussi les contraintes de calendrier dans lesquelles nous étions. Merci. Merci Monsieur le Ministre. J'invite Monsieur Burgoa, je pense, à présenter le sous-amendement. Il est défendu l'amendement 232 ? Très bien, merci. Nous en venons à l'amendement 154. Madame Guillotin.
Monsieur le Président, moi, l'idée de cet amendement, c'était ce que vous précisiez, Monsieur le Ministre, c'est-à-dire c'était de sécuriser pour certaines spécialités médicales, je pensais à la chirurgie, aux USC par exemple, ou en réa, de se dire qu'on ne pouvait quand même pas déplacer ou demander à un chirurgien d'un hôpital privé d'aller dans l'hôpital public pour une garde de chirurgie orthopédique ou chirurgie générale, parce qu'effectivement, il y a il y a un problème de sécurisation pour l'exercice du praticien et pour le patient. Donc, je ne sais pas si cet amendement y répond ou pas. Je ne sais pas quelle réponse vous avez apportée dans le texte, mais moi, c'est un petit peu ça que j'aimerais bien qu'il soit relevé et précisé et avoir une assurance sur ce fonctionnement-là. Et il y a peut-être une question aussi. On parle de garde pour les hôpitaux. Est-ce que ça voudra dire que concrètement, on pourra avoir des hôpitaux privés et des hôpitaux publics, certains assurant une ligne de garde et par exemple de chirurgie, les autres assurant par exemple une ligne de garde d'urgence générale sur un même territoire, ou alors est-ce que les hôpitaux vont tourner? Enfin, si vous pouvez nous répondre à ces quelques questions. Merci. Sur l'amendement 30, Madame Romagny. Vous avez la parole. Merci. Alors, ça rejoint un peu toutes les discussions que nous venons d'avoir. L'article L 1435-5 du Code de la santé publique confie à l'Agence régionale de santé territorialement compétente le soin d'organiser, avec les ordres professionnels concernés, la permanence des soins dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Une organisation de la permanence des soins en établissement de santé efficace ne peut être fondée que sur le volontariat. Par ailleurs, afin de garantir la sécurité des soins, il est indispensable que les professionnels de santé participant à la permanence des soins en établissement de santé l'assurent dans une structure et avec les équipes avec lesquelles ils exercent habituellement. Pour ne pas déstabiliser cette organisation, ainsi que celle des établissements de santé, la permanence des soins en établissement de santé doit donc s'effectuer dans le lieu habituel d'exercice des professionnels de santé volontaires. Cet amendement a été rédigé en concertation avec la Confédération nationale des URPS médecins libéraux. Merci, chers collègues. Pour l'amendement 113, la parole est à Monsieur Milon. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais être bref. Cet amendement vise à prendre en compte les activités de continuité des soins assurés par l'établissement de santé, dont les CLCC, lors de l'application de ces dispositifs légaux. Merci, mon cher collègue. Je vais vous demander l'avis de la commission sur ces différents amendements. Alors, sur le 236, Monsieur le Ministre, vous l'avez retiré, je crois. Hein, on est d'accord. Donc, sur le 235, donc, qui effectivement, sous-amendement qui n'a pas été examiné par la commission, donc je ne vais exprimer qu'un avis personnel. Ce sous-amendement renforce la graduation voulue par la commission. Monsieur le ministre veut écrire dans l'UR le procédé de négociation et de concertation avec les établissements et les professionnels de santé. La commission avait maintenu, elle, la notion d'appel à assurer la permanence des soins ou à y contribuer, à adresser tant aux établissements qu'aux professionnels de santé. Le gouvernement propose donc d'écrire une version d'invitation en cas de carence, mais avant une contrainte si la carence persiste. Donc, je considérais que le décret pouvait compléter la version de la commission. Cependant, donc, à titre personnel, je suis favorable à ce qu'on écrive et que le sous-amendement sous-amende l'amendement de la commission. Donc, c'est un avis favorable au sous-amendement. J'ai compris, madame le rapporteur. Votre avis sur le 232 ? Alors, le 232, c'est un amendement qui répond à l'un des points de vigilance soulevés par Unicancer, que j'ai également relayé dans mon rapport, concernant l'insuffisante prise en compte des contraintes liées à la continuité des soins. Donc, peut-être que d'ailleurs, Monsieur le Ministre pourra répondre sur le fond aux difficultés de financement de la continuité des soins et au sujet de la restriction du dispositif aux nouveaux patients. Donc, la Commission a émis un avis favorable s'il y a une modification de l'alinéa que l'auteur m'avait dit accepter. Donc, je ne sais pas si notre collègue peut le confirmer. C'est bon. Donc, c'est un avis favorable avec la modification. Donc, avis favorable à ces rectifications. Pouvez-vous, Madame la rapporteure, préciser à la Haute Assemblée la nature de la rectification que vous demandez ? C'est en fait l'alinéa
l'alinéa qui change du fait de la ratification de la commission. Très bien. Donc, on passe de l'alinéa 6 à l'alinéa 5. Donc, avis de la commission, favorable si rectifié. Favorable si rectifié, exactement. Entendu. Amendement 154, avis de la commission. L'amendement de 154 de Madame Guillotin, et c'est un avis défavorable, parce une demande de retrait plutôt, sinon avis défavorable, parce que satisfait par la nouvelle rédaction de l'article 4. Sur l'amendement 30 ? Même chose, Monsieur le Président, un avis, une demande de retrait, à défaut un avis défavorable, car satisfait par la nouvelle rédaction. Merci. Et l'amendement 113 ? Ça sera une demande de retrait, car il est satisfait avec le sous-amendement de Madame Lassarade, présenté par Monsieur Burgoa. À défaut, ça sera un avis défavorable. Merci Madame le rapporteur. Monsieur le ministre, voulez-vous nous donner les avis du gouvernement sur ces amendements ? Oui, merci Monsieur le Président. Un avis favorable du gouvernement sur l'article 232, sur l'amendement 232, et sur les autres, plutôt une demande de retrait au profit de l'amendement de la commission sous-amendé par l'amendement du gouvernement, avec peut-être une précision. Voilà, il est explicitement dit donc que les professionnels, notamment évidemment les spécialistes, ne peuvent se déplacer que sur la base du volontariat. Et on sait que ça peut exister dans certaines spécialités, moins dans d'autres. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Et ensuite, la question qui était posée sur la nature de l'organisation territoriale, je pense qu'elle sera différente d'un territoire à l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que, évidemment, ce dont s'assure le directeur général de l'ARS, c'est la cohérence globale de la réponse aux besoins entre le privé, le public et les différentes spécialités, pas à l'échelle de la région évidemment, mais à l'échelle, y compris pour la qualité et la sécurité des soins et la qualité et la sécurité aucune perte de chance pour les personnes, les patients. Donc voilà, donc sur ces derniers amendements, comme la rapporteure demande de retrait au profit de l'amendement de la rapporteure sous-amendé par le gouvernement. Monsieur le ministre, pardon, est-ce que vous pourriez nous préciser votre avis sur le sous-amendement 232 C'est comme Madame la rapporteure, favorable avec une modification de rédaction. Pardon. Donc vous rendez un avis favorable Voilà, sur ce sous-amendement. absolument. Très bien. Il y a, je crois, quelques collègues qui sont inscrits pour les explications de vote. La parole est à Monsieur Khalifé. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président, pardonnez-moi, j'avais demandé la parole un peu plus tôt avant Monsieur le Ministre pour réagir, mais il est vrai que votre axe, et ça n'a rien de politique, a plus à votre gauche. Je ne peux pas vous donner la parole à l'instant où vous me l'avez demandé. Je ne peux vous la donner que maintenant. Donc vous êtes le premier à avoir la parole. Non, c'est au bon endroit. C'est pour dire que je vais revenir sur ce qui a été dit. Rassurez-vous, c'est pas du tout. Moi, je voulais revenir sur la permanence des soins et le partage privé-public pour revenir sur un fait. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le ministre sur la crise Covid. J'ai eu le privilège de gérer cette crise dans un département où privé et public, Monsieur le ministre, se sont alliés pour faire face à la crise qui était particulièrement importante en Moselle. Et le dialogue, quand il y a vraiment une crise, je sais que les gens peuvent s'unir contre. Mais ce n'est pas mon propos. Mon propos revient sur le partage entre privé et public pour y avoir réfléchi pendant pratiquement 25 ans. Je peux vous dire que ce n'est pas facile. Si on a le choix entre deux hôpitaux ou si on a deux hôpitaux qui sont en ligne, un privé et un public, il y a forcément des structures dans chacun de ces hôpitaux qui nécessitent une permanence de soins, que ce soit la cardiologie, que ce soit la chirurgie. Il y a des équipes qui sont sur place pour chacun de ces hôpitaux. Donc c'est difficile de dire à un chirurgien ou à un cardiologue, il faut faire les deux, c'est impossible techniquement. Et ça a été dit aussi, donc quand on parle de permanence de soins et de partage, je crois que c'est important qu'on sache de quoi on parle, et c'est ça que je voulais attirer votre attention sur ce point-là. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Fichet.
Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Moi, je trouve que le sous-amendement 235 est très, très intéressant parce que tout d'un coup, on met quand même un pied dans la porte pour laisser de la place à un petit peu de contraintes. Et je suis obligé de le souligner parce qu'on voit bien que la démarche volontaire des établissements pour s'organiser entre eux est possible. Et moi, je trouve ça très bien si ça marche. Mais on constate aussi que malheureusement, ça se heurte très vite à un certain nombre d'exigences des uns et des autres qui fait que c'est difficile à organiser. Et donc, on dit, eh bien maintenant, on va demander à l'ARS de créer de la contrainte. On va dire aux établissements, puisque vous ne savez pas vous organiser entre vous, eh bien nous, on va le faire pour vous. Et moi, je trouve que ça, c'est intéressant. C'est un pied dans la porte pour pouvoir aller plus loin. Et j'espère que demain, on ira aussi dans ce même démarche vis-à-vis de la permanence des soins des médecins de ville et aussi sur l'offre de santé des territoires. Quand ils ne sont pas au bon endroit et là où on a besoin d'eux, ben on les contraindra à y aller. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Poumirol. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure. Vous comprenez bien que d'amendement en sous-amendement et de sous-amendement, il est quand même un petit peu difficile de s'y retrouver, qu'on aurait bénéficié vraiment certainement d'une discussion plus importante en commission. Je ne vois pas trop, contrairement à ce que vient de dire mon collègue Jean-Luc Fichet, je ne vois pas trop où sont les progrès dans ce que vous proposez, puisque vous étiez directeur de l'ARS et vous l'avez dit vous-même, vous aviez la possibilité de contraindre à l'organisation de cette permanence des soins. Et vous êtes en discussion avec les syndicats et vous dites bien, effectivement, il y a une levée de bouclier des syndicats qui s'opposent à cette mesure, qui s'opposent à toute régulation. Et si on en reste là, dans votre proposition, on les laisse faire. Et aujourd'hui, on voit le résultat de ce que c'est. On les laisse faire. On les laisse faire, c'est 13% des urgences qui sont accueillies par les cliniques privées. Et 87% des patients les plus lourds, je le redis, sont accueillis à l'hôpital, ce qui d'ailleurs a une conséquence aujourd'hui importante à l'hôpital, puisque les urgentistes en particulier fuient l'hôpital pour aller vers des centres de soins non programmés où on est de permanence de 8h à 20h le soir, pas la nuit, pas le week-end, et où on est mieux payé qu'à l'hôpital. La création des centres de soins non programmés est un vrai problème. Nous en avions discuté avec M. Braun, qui en était d'accord. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que vraiment la contrainte de l'organisation soit réelle sur le terrain, dans tous les territoires, et ne soit pas simplement une possibilité en cas de constatation d'échec de la mesure. Je crois qu'il est quand même plus simple d'organiser directement les permanences de soins, et ça ne veut pas dire que c'est M. Pierre, M. Paul ou M. Jacques, mais que l'organisation soit faite par l'ARS dès le départ. Merci. La parole est à Madame Guillotin. Oui, merci. Donc moi, je salue en fait l'équilibre de cet amendement, enfin de cet article, qui permet effectivement de faire participer le privé et aux gardes avec le public. Ça, c'est une bonne chose. L'amendement que j'avais déposé pour sécuriser effectivement les praticiens à spécialité particulière, de ne pas aller de manière obligatoire être déplacés dans un autre établissement, les explications et la rédaction me satisfait. Donc je retire mon amendement. Merci, chers collègues. L'amendement est retiré. La parole est à Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. La place que doivent avoir les établissements privés quand il y a des nécessités de permanence de soins ou la crise sanitaire, si on prend la crise sanitaire, puisque plusieurs l'ont évoqué, on a dans la commission d'enquête avec Catherine Deroche et Sylvie Vermeillet, en fait, constaté que les établissements privés avaient pris la part qui correspondait à leur place relative dans notre système de soins, donc il n'y avait pas en fait vraiment de sujet. Il y en a un par contre, là, dans la permanence de soins des établissements. Et clairement, dans une situation de grande difficulté, de pénurie, enfin, la situation qu'on connaît, il faut, on va dire, majorer drastiquement la place des établissements privés. On est arrivé en séance avec un dispositif qui a été modifié. Bon. Et là, ça manque quand même un petit peu de clarté. Alors, je souscris à ce qu'a dit ma collègue Émilienne Poumirol. Vous avez fait le choix d'une discussion entre le gouvernement et la majorité sénatoriale en tenant l'opposition à l'écart de ces discussions, dont acte, nous ne sommes pas majoritaires. Je ne suis pas sûr que ce soit quand même une très bonne méthode. Mais
Il y a plus de clarté, au fond, dans l'amendement 206 du gouvernement qu'il a retiré que dans la rédaction actuelle de l'amendement de la commission sous-amendé par le gouvernement. Donc, on imagine que c'est parce que le 206 ne convenait pas probablement aux acteurs privés. C'est la conclusion qu'on doit en tirer, mais peut-être elle n'est pas juste. Peut-être il y a d'autres raisons. Mais nous, parlementaires qui devons voter dans quelques instants, au fond, on ne sait pas. Parce que l'amendement 206 était assez clair et assez volontariste du gouvernement. Donc, c'est un autre choix qui est fait. Vous comprenez que on va vous laisser, voilà, approuver ce dispositif parce que pour notre part, et la méthode et le résultat ne sont pas satisfaisants. Merci. La parole est à Monsieur Milon. Oui, merci Monsieur le Président. Je retirerai évidemment l'amendement, c'est si gentiment demandé, et par l'un et par l'une. Je voudrais revenir quand même sur, parce que je trouve cet amendement assez bien équilibré par rapport à ce qui était avant, contrairement à Bernard Jomier, par rapport au 206. Mais je voudrais quand même dire à nos collègues qui parlent de contraintes que lorsqu'un établissement veut exercer une activité, il est soumis à autorisation de la part de l'ARS. Et que cette autorisation peut être à tout moment enlevée lorsque certaines activités ne sont pas exercées. Merci. La parole est à Madame Romagny. Merci, Monsieur le Président. Compte tenu du fait que je défende un amendement qui n'est pas le mien, je ne me permettrai pas de le retirer au nom de ma collègue. En tout cas, à titre personnel, je l'aurais retiré, mais je le maintiens par respect pour ma collègue. Monsieur le ministre. Je voudrais vraiment pas qu'il y ait d'ambiguïté. D'une part, effectivement, dans un contexte de crise sanitaire, on utilise des ressorts qui ne sont pas forcément les ressorts tout à fait prévus par les textes. Et par exemple, effectivement, le directeur général de l'ARS peut retirer une autorisation, peut retirer un nombre de lits. Mais généralement, ça n'est pas une solution extrêmement durable pour l'offre de soins dans le territoire. Donc on écrase, mais c'est une menace qui, de temps en temps, peut servir. Donc je ne crois pas, pour dire les choses plus explicitement, avec cet amendement, nous mettons dans l'ordonnancement juridique une possibilité de contrainte, pour reprendre le terme, qui n'existait pas. Premier point. Deuxième point, si le gouvernement a retiré le 200, alors le 226, enfin ça finit par 6, mais j'ai décidément un problème avec les 6, c'est parce que le sous-amendement, et c'est sa dernière phrase, les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé désignés au titre du présent alinéa participent à la mise en œuvre de cette mission. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est à la fois l'établissement, personne morale de droit privé, l'établissement de santé et les professionnels de santé qui participent à cette mission. Voilà, donc je tenais sur ces deux points à être clair. Après, je considère que, et y compris avec toute la confiance que je fais aux directeurs généraux d'ARS qui sont sous mon autorité, je considère que ça n'est pas du siège de l'Agence régionale de santé qu'on est forcément le plus à même d'organiser une ligne de garde de chirurgie dans un des départements de son territoire, et que si les professionnels ont trouvé une solution, par principe, ils ont une présomption que c'est la bonne solution. Évidemment, on vérifie sa robustesse. Voilà, donc je voulais souligner deux points. Le premier, c'est que c'est une disposition qui n'existait pas. Elle pouvait exister quelquefois quand j'allais dire implicitement. Et le deuxième point aussi, parce que j'y ai tenu, et je remercie la rapporteure dans les discussions qu'on a, à ne pas faire un renvoi trop grand au pouvoir réglementaire. Ça peut paraître paradoxal, mais je souhaitais que vous ayez, que le Parlement délibère sur la totalité du processus et qu'on ne se dise pas qu'on pourrait, par décret, derrière, refaire un match que l'on joue régulièrement dans la chambre haute ou la chambre basse dans ce pays. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Je mets aux voix le sous-amendement du Gouvernement avec avis favorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets ensuite le je voudrais, Monsieur Bourgois,
que vous me confirmiez que vous avez bien accepté la rectification demandée. C'est le cas. Donc l'amendement 232 rectifié bis, je le mets aux voix avec double avis favorable et de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets maintenant aux voix l'amendement ainsi sous-amendé, le 222. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.